Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, retour aux affaires courantes au rugby français et au stade français même, qui ne voit plus vraiment la vie en rose. On va se pencher sur le cas du club de la capitale. On va d'abord se demander pourquoi ça ne marche plus, puis on va se demander si Pink ne serait pas dead. Et enfin, on verra qui pourrait aider à relancer la machine parisienne. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Maxime Rollin, salut Max. Salut. Et Thomas Perrotto, salut Thomas. Salut Christelle. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. 9 points en 9 journées, 2 victoires, la maison rose et lanterne rouge du top 14. Rien ne va plus ni sur le terrain ni en dehors, ce qui est curieux, parce que quand il a racheté le club en 2017, l'homme d'affaires allemand, suisse, Hans-Peter Wild... Suisse-allemand. Ouais. Juste Suisse. Suisse. Né en Allemagne. Oui. Oui, voilà. Hans-Peter Wild donc avait pour ambition d'en faire, si ce n'est le meilleur club du monde, comme on lui en a prêté l'intention, au moins un club prétendant au titre avec un S. Les Parisiens ont le plus gros budget de top 14, 40 millions cette année, un chiffre jamais atteint dans le rugby français, détrompez-moi s'il faut. Jamais. C'est ça. Il aura recruté un top coach aux Parisiens, Heineke Meyer, un ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud. Mais le Stade français, champion de France en 2015, on le rappelle, n'a pas fait mieux que 12e et 8e du championnat. Depuis, les joueurs historiques sont partis. Dernière en date, l'enfant du club, Jules Plisson, qui a signé à La Rochelle. Et c'est tellement le pompon que le déplacement de dimanche à Brive revêt une importance capitale, si j'ose dire, dans la course au maintien. Du coup, il y a clairement un problème. Max, c'est quoi le problème au Stade français ? Pourquoi ça ne marche pas ? C'est une vaste question. Pourquoi ça marche pas ? Je pense que ça vient peut-être tout d'abord des joueurs. En tout cas, c'est ce que pense le président propriétaire Hans-Peter Wild. Il a peut-être pas tort parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont eux qui sont sur le terrain. C'est vrai que depuis plusieurs années, voilà, les joueurs et notamment un groupe d'anciens, un noyau dur, on avait cette sensation qu'ils avaient un petit peu la main mise sur le club et que c'est pour cette raison que les coachs passaient et étaient souvent remerciés, mis à part Gonzalo Quesada avec qui ça se passait bien. Donc c'est pour ça que je les mettrais comme premiers responsables, parce qu'au final, peu importe les entraîneurs, peu importe les méthodes, ils trouvent que ça va pas et il faut un coupable, c'est l'entraîneur, et ils se débrouillent plutôt bien pour les faire partir. Donc eux sont un peu responsables, parce que si sur le terrain ils jouaient un petit peu mieux, ça irait. Tu vois qu'il n'y a pas que il y a pas en matière de rugby pur qui leur reproche des choses aussi en prépa physique. Oui, en prépa physique. Alors après, c'est vrai que par rapport à Meyer, ça a jamais collé. Enfin, dès le départ, ça a pas collé. C'est ce que disait Hans-Peter Wild dans la dernière interview qu'il a faite au journal. Tout de suite, les joueurs se sont braqués. C'est pour ça, en fait, que je t'interromps, Mas, mais ce qui est étonnant quand même, parce que moi, je me souviens du discours des joueurs du début de la saison dernière, donc 2018-2019, où le Stade français avait fait un super début de saison, où on voyait un Danty amaigri, un Plisson amaigri, un Ficou qui avait perdu du poids depuis qu'il était arrivé de Toulouse, tous, ils avaient perdu du poids. Et tous ont donné le sentiment d'avoir découvert la Lune. Ah putain, quand on se prépare bien physiquement, on est meilleur sur le terrain. Donc, je trouve que quand j'ai lu l'interview de Wild la semaine dernière, je me suis dit, il a la mémoire courte, ou alors c'est nous qui nous sommes trompés, mais j'avais le sentiment au début, certes les mecs en ont chié, mais qu'ils étaient récompensés sur le terrain. Ils avaient fait un bon début de saison, ils étaient leader, deuxième, troisième et tout ça. Et on s'est dit, tiens, peut-être que le Stade français a enfin trouvé le mec avec la poigne qu'il faut pour les faire bosser. C'est le paradoxe de cette équipe, c'est-à-dire que ça n'a pas collé dès le début parce que Heineke Meyer avait des méthodes assez rudes ou assez strictes, c'est-à-dire sud-africaines, comme tu veux. Et du coup, complètement différentes d'avant. Aussi complètement différentes de ce que les joueurs avaient connu avec un Gonzalo Quesada qui était quand même très proche des joueurs. Et du coup, ils se sont braqués sur ça au début. C'est-à-dire, oui, c'est trop dur, il est trop strict, etc. Sauf que ça marchait. Sauf qu'il y avait des résultats. Donc, quand il y a des résultats, on ne peut pas trop l'ouvrir, tout le monde se tait. Et puis, petit à petit, les résultats ont commencé à dégringoler. La fissure est devenue une cassure.
Et là, en début de saison, enfin, même en pré-saison, ils avaient quand même réussi à ce que la préparation physique de l'intersaison soit moins dure que la saison précédente. Ils avaient réussi à obtenir ça du staff. Alors que l'année dernière, ça a marché. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été nuls en début de saison. Tout le monde n'était pas au niveau physiquement. J'ai vu les derniers tests physiques de l'équipe. Il y avait 2 tests physiques différents. Sur le premier, un seul joueur qui a plus de 30 ans, qui avait réussi le test physique, mais juste au niveau des standards basiques pour jouer en top 14. Concernant les standards pour jouer au niveau international, personne n'avait réussi. Et sur l'autre test, il devait être sur un groupe de 35, peut-être un quart à l'avoir réussi. Donc ça peut pas marcher. C'est pour ça que je pense que les joueurs sont quand même un peu responsables, parce que s'ils en faisaient un petit peu plus, peut-être que sur le terrain, ça irait mieux. Et on l'a d'ailleurs vu face à Brive, le premier match après le départ de Meyer, où ils avaient enfin eu la tête du coach. Au final, ils reçoivent Brive en challenge européen pour un match où Brive a beaucoup fait tourner. Et au final, ils perdent. Donc la réaction, ils ne l'ont pas eue. Là, c'est plus de la faute de Meyer, c'est de leur faute. On s'attendait à ce qu'il y ait une réaction. Elle n'est pas venue. Ça a d'ailleurs été le discours en conf de presse de... C'est ce qui a passablement énervé Julien Arias. Il l'a dit en arrivant déjà très énervé et remonté. Le nouveau coach. Du Stade avec français. Laurent Sampéré. Voilà. Et du coup, après cette rencontre, il commençait à débriefer un petit peu le match et à un moment, il a dit cette phrase, genre, en gros, Meyer, il a bon dos, quoi. Vous avez voulu sa tête, sauf que là, aujourd'hui, personne n'a été capable de se montrer à la hauteur sur le terrain. Il a regretté le manque d'orgueil des joueurs. Il y a personne qui s'est révolté. Il y avait personne qui avait envie de se faire mal. La moindre des choses, quand on vient d'obtenir, entre guillemets, la tête d'un entraîneur et qu'on joue un match quelques jours après, qui plus est face à Brive, qui plus est à domicile et en challenge européen. Donc, c'est tous le bon moyen de se mettre un petit peu de confiance de côté, sauf que sur le terrain en fait il y avait absolument personne, et ça je pense que les nouveaux coachs avaient pas peut-être mesuré à quel point les joueurs et du coup leurs ex-partenaires, alors pour l'un c'était il y a quelques mois et pour Julien Arias c'était quelques semaines. Ouais, même pas quelques jours. Ils pensaient peut-être pas que voilà alors je sais pas si c'est moralement ou psychologiquement, les joueurs n'étaient pas prêts à ce point à sauver le club, quoi. Parce qu'aujourd'hui c'est ce dont il faut parler, c'est sauver le club ils sont 14, ouais, tu l'as dit Christelle, 14e en top 14 et l'heure elle est assez grave quand même. Je voudrais juste revenir sur le passage de Deineke Meyer. Max parlait d'une fissure qui est devenue une fracture, notamment sur la question donc, de la prépa physique. On a bien compris que c'était un des enjeux. Je me demande aussi, je parle sans information, mais dans quelle mesure le jeu très restrictif proposé par Heineke Meyer n'a pas fini aussi par lasser sa propre équipe. C'est vrai qu'au début, ils ont gagné des matchs, notamment des matchs à l'extérieur. Et je me souviens, on avait fait une interview avec Heineke Meyer après une victoire à Castres de mémoire au début donc, de l'exercice 2018-2019. Ils avaient gagné à Pau, ils avaient gagné à Castres, il y en avait eu un troisième, ils avaient gagné 3 matchs à l'extérieur en très peu de temps. Et on s'était dit, cette équipe, elle a de la moelle et tout, elle s'impose à l'extérieur. Mais c'est vrai que c'était sur des recettes très sud-africaine, quoi. Un gros jeu au pied d'occupation, un gros pressing défensif, beaucoup d'opportunisme, quelques ballons de récup et voilà. Et il y a un Ficou qui volait sur l'eau aussi, qui marchait sur l'eau à cette époque-là, sur l'eau et qui a sauvé pas mal de matchs. Qui marquait un essai sur 2 de son équipe quasiment. Mais voilà, ces recettes-là, ils n'ont jamais réussi ensuite ça c'était une bonne base, mais ils n'ont jamais réussi à étoffer le jeu en partant de cette base-là. Et du coup, bon, il y a du talent quand même dans cette équipe, on peut pas dire le contraire. Et je me demande dans quelle mesure les joueurs s'en sont pas un petit peu lassés aussi. Je me rappelle d'avoir évoqué ça justement avec Mike Prendergast, donc qui est passé du Stade Français au Racing à l'intersaison, alors qu'appréciait énormément Meyer, mais qui regrettait justement ça. En gros, la semaine du lundi au jeudi, il me disait c'était Mike Prendergast et Paul O'Connell qui géraient un petit peu les entraînements avec beaucoup de jeux, des relances, des choses assez intéressantes. Et Heineke Meyer arrivait le vendredi en disant on va quand même un petit peu changer, il faut être plus pragmatique, le match il est important. Et du coup, le samedi en match, les joueurs, alors je ne sais pas s'ils étaient perdus, mais en tout cas, je pense qu'ils étaient surtout frustrés de travailler des choses intéressantes. Et une fois le jour de match, on leur dit on va jouer fort devant, on va mettre des chandelles, on va mettre beaucoup de jeux d'occupation parce que c'est ça qui marche. Et c'est ça qui marchait
les clubs par où est passé Meyer, les Bulls dans le milieu des années 2000 et après les Springboks, c'est vrai que la recette elle était toute simple et elle marchait. Après, transposer ce modèle-là avec des joueurs français, a priori c'est et avec d'autres qualités de joueurs aussi, avec d'autres profils. Il a tenu 1 an et demi, en fait, la chance qu'il a eue, c'est que sur les 4-5 premiers mois, ça a marché. Parce que si ça n'avait pas marché, Meyer, il serait déjà parti depuis 1 an finalement. Mais sauf que ça a marché les 4-5 premiers mois, ils étaient bien. Après, ils ont fini la saison. Bon, ils ont mal fini la saison. Ils n'ont pas été dans les 6, mais ils ont toujours été un petit peu à la lutte. Sauf que là, début de saison, ils sont 14e. Et puis à un moment, il faut changer les choses. Même si, au fond de lui, je pense que le président Hans-Peter Wild n'était pas persuadé que c'était la bonne décision de... Est-ce que c'est Lombard qui lui a fini par lui faire comprendre? Oui, sûrement Lombard qui est devenu DG entre-temps, et sûrement les joueurs, à un moment, et peut-être même Meyer qui a compris que de toute façon, il tirait rien de cette équipe. Mais le président, il est persuadé que Meyer était le bon choix parce que c'est un entraîneur très professionnel, qui a gagné ailleurs. Et d'ailleurs, il cherche un nouvel entraîneur comme ça. Maintenant, est-ce que ça peut marcher au Stade Français? Parce qu'encore une fois, c'est un club particulier, c'est un groupe particulier. Il y a une histoire. Il venait de terminer un cycle de 4 ans avec Gonzalo Quesada, qui, mine de rien, était quand même un amoureux du jeu. Et comme on dit, on passe avec un Heineke Meyer qui est très restrictif. C'est sûr qu'à un moment, les joueurs, ils ont pu se lasser. Même si, au début, ça a marché, et il ne faut pas se le cacher, si l'année dernière, ils avaient fait toute une saison, même sans beaucoup jouer, mais à se qualifier dans les 6, peut-être que finalement, ils s'en seraient contentés. Justement, ça peut nous amener au deuxième thème, à se demander vraiment si le Pink is not dead, l'enfant Perotto va nous lancer un hockey boomer, mais le Stade Français, c'était quand même quelque chose. C'était quand même un club qui faisait venir 80 000 personnes au Stade de France pour un match de championnat. Quoi. C'est l'équipe de France n'y arrive plus, donc c'était vraiment quelque chose. On se demande s'il en reste quelque chose, si c'est fini, s'il faut disrupter, start-upper, upgrader. C'est ça maintenant, Thomas? Visiblement oui, parce que là on parle quand même d'un temps qui c'est pas non plus il y a 3-4 ans quoi. Là, attention quand même, ce que tu vas dire. Le Stade Français qui marchait, c'est jusqu'à la fin des années 2000. Après oui, il y a un titre en 2015, mais même au début des années 2007 quand même. Fin des années 2000. C'est ce que je dis, ouais. Fin des 2003, 2004, 2007. Oui, donc c'est la décennie 2000, des années 2000. En fait, ce que je voulais dire, c'était jusqu'en 2010, on va dire qu'on pouvait faire perdurer cet esprit Stade Français. Il sous-entend quand même que tu es très vieux. Ouais. J'ai bien compris. Je le sous-entendais pas. C'était une affirmation. Non, mais voilà, depuis 2010, on va dire, j'ai pas l'impression que le Stade Français était toujours celui qu'on avait vu, qui remplissait du monde dans les stades, avec les maillots distinctifs, voilà, qui faisait parler de lui. Je pense que le problème, c'est qu'il y a eu ce titre en 2015 où peut-être tous les observateurs et au club, on s'est dit, en fait, le Stade Français va toujours bien, on va continuer comme ça, alors que la déliquescence, elle était entamée depuis déjà quelques années. Je ne sais pas si on peut parler de déliquescence. Après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le stade Jean-Bouin a été détruit et reconstruit. Pendant une certaine période, le Stade Français a joué à Charletti. Je pense que ce n'était pas l'endroit propice à garder un public large et un public d'habitués. Moi, je me rappelle, parce que toi, tu n'étais pas né à l'époque, que je ne sais même pas si tu as connu l'ancien Stade Jean-Bouin. Moi, j'y allais et c'était très convivial. Il y avait toujours entre 10 et 15 000 personnes. Ouais, toujours, Max. Si, quand même. À l'époque, à la grande époque. Toi, tu étais à Grenoble et je pense que tu es monté une fois à Paris, tu as dû prendre une caisse et tu es passé devant Jean-Bouin. Donc bon, c'est pas une référence non plus. Ça y est, c'est les attaques, ça devient n'importe quoi. On avait dit pas le physique et pas... J'ai pas parlé de physique. Et pas l'alcoolisme. Bon, merci Max. Donc voilà. Enfin, je me souviens d'avoir vu et même commenté pour Sud Radio à l'époque, si tu veux tout savoir, des matchs
du Stade Français devant des assistances, des vendredis soirs par exemple, qui n'étaient pas non plus. Faut pas non plus fantasmer le Stade Français de Max Guazzini avec 80 000 à tous les matchs. Je ne fantasme pas, mais même au Stade Jean-Bouin, il y avait une ambiance, il y avait quelque chose. Ils sont partis à Jean-Bouin, c'était un peu compliqué. Max Guazzini aussi est parti. Il a fallu, recréer un club, recréer quelque chose. Thomas Savard, il a tenté de garder certaines choses, il a gardé le calendrier, etc. Mais il y avait quand même des joueurs aussi historiques, comme Sergio Parisse, comme Julien Dupuis. Il y a Laurent Sampéré là qui est au club, il y a Julien Arias. Il y avait quand même une âme. Et il y avait aussi, à ce moment-là, un groupe de jeunes qui a percé. Et cette génération dorée, elle a quand même gagné un titre. Et ce titre de 2015, certes, il peut cacher la forêt parce que pendant 7-8 ans, ils n'ont pas fait de Coupe d'Europe, ils ont toujours été 7e, 10e, 11e. Mais ce titre, il est symbolique de l'esprit Stade Français. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc, il y avait un groupe de potes, c'est ça. Et ils ont gagné un titre parce que cette année-là, ils ont fait un bon début de saison. Après, ça a un peu coulé pendant le tournoi. Et sur les deux derniers mois, ils se sont qualifiés. Phase finale, ils ont tué tout le monde. Et avec ça, aujourd'hui... Avec Mornestein à l'ouverture, avec Mornestein à l'ouverture. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un vrai esprit dans cette équipe. C'était une équipe aussi de potes. Il y avait les anciens, il y avait les jeunes. On a quand même vu aussi sur l'épisode de la fusion, on a vu qu'il y avait quand même un vrai, esprit. J'allais y revenir justement. Je pense qu'il s'est quand même passé, quand même d'une manière ou d'une autre. T'as raison, Max. Ce titre de 2015, c'est à la fois un aboutissement d'un certain esprit et en même temps, je pense qu'il est en trompe-l'œil parce qu'il a peut-être empêché le club de se réformer après. Il faut pas oublier qu'il y a eu c'est un titre anecdotique secondaire, mais il y a le challenge en 2017 avec Gonzalo Quesada encore une fois. Ouais. Et avec Jules Plisson cette fois à l'ouverture. Ouais, mais donc c'est quand même un club qui a gagné malgré tout. Je veux dire, un titre de champion, un titre de challenge. Ces dernières années, il y a quand même beaucoup de clubs qui auraient signé pour ça. Donc il a quand même gagné. Mais effectivement... Mais il a aussi su se sauver. Il a aussi su se sauver de la fusion parce que les joueurs ont pris le truc. Moi, aujourd'hui, ce qui me fait un peu peur, et la question de Critel, est-ce qu'on a perdu cet esprit ? Là, je me pose vraiment la question. Mais on va le voir. La réponse, elle va venir très rapidement. Et la réponse va venir très rapidement. Mais aujourd'hui, la génération dorée, il reste qui ? Il reste Bonfils, mais malheureusement pour lui, qui est souvent blessé. Il reste Burban, qui est un peu plus vieux, mais qui est au club depuis très longtemps, qui n'a pas joué depuis 1 an et demi. Il reste Danty. Mais Danty, je ne pense pas qu'il ait le charisme d'un Julien Dupuis ou d'un Sergio Parisse pour prendre le truc à lui. Il reste Julien Arias et Laurent Sampéré, qui est le nouveau duo d'entraîneurs, mais qui n'ont aucune expérience d'entraîneur. Et même s'ils ont mis un coup de pression après la défaite, j'ai un doute. De toute façon, ils vont bientôt être chapeautés. Et les nouvelles têtes d'affiche de ce club, c'est Johan Maestri, qui a beaucoup d'expérience, mais pas qui n'a pas ce club encore dans la peau. C'est Gaël Ficou, qui a beaucoup d'expérience, 50 sélections, mais qui n'a que 25 ans et qui n'est pas un taulier, comme on dit. On peut citer aussi Paul Gabria, quand même, qui a prolongé, qui s'inscrit dans le projet. Le seul vrai Titi parisien qui aime ce club, et si ce club descend, je suis presque sûr qu'il restera au club en Pro D2. Mais c'est pas quelqu'un non plus qui a beaucoup de charisme et qui s'exprime. À l'aura pour emmener ce club. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il manque un peu ça. Mais c'est vrai qu'en plus, encore une fois, je le dis, il y a de la qualité dans cet effectif, mais quel est le ciment de cet effectif ? Je sais pas. Je sais pas comment vivent les mecs au quotidien et tout ça, mais il y a 2 Argentins, Sanchez et Matera, qui sont quand même des top joueurs de niveau mondial. Il y a des Fidjiens, il y a des top Fidjiens joueurs. qui sont super bons. Qui est un top joueur. Voilà. Il y a des bons jeunes. Hamdaoui, c'est un très bon arrière. Il reste un noyau de Sudaf. Il faudra voir aussi comment le départ d'un staff très sud-africain va avoir, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur ces joueurs-là, parce qu'ils peuvent aussi se sentir orphelins de meilleurs et du staff précédent. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations sur la manière dont cet effectif, qui je le redis, regorge de qualité, sans faire injure ni à Agen ni à Brive sur le papier. Et le Stade Français a rien à foutre là, donc bon, on va voir comment. Mais après, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Wild, qui a révolutionné, puisque son projet c'est l'évolution avec un R devant, entre parenthèses la révolution, il a quand même changé beaucoup de choses. Quand il est arrivé, donc il a nommé le propriétaire, il a nommé un nouveau président, un nouveau directeur général, les 2 sont partis. Dans les bureaux, il y a eu beaucoup de changements. Il a essayé d'instaurer plein de choses. Donc c'est vrai que
le Stade Français tel qu'on l'a connu, moi j'ai parlé avec un joueur champion de France en 2015, dont je ne citerai pas le nom, qui est parti entre-temps dans un autre club, qui m'a dit, mais moi c'est plus le club que j'ai connu. Et pourtant, il n'y est pas resté très longtemps, mais il m'a dit, à 90%, moi si je reviens au club, je connais... 90% des gens, je les connais plus, tout a changé. Après, faut pas oublier que c'est pas non plus le Dr Ville qui a sabordé tout l'héritage. Enfin, il y a, je crois que c'est 5-6 joueurs titrés en 2015 qui partent à la fin de la saison 2017. Et pour le coup, Ville n'était pas là, Meyer n'était pas là. Slimani, la Cafia, Sanzel, Numéro et compagnie, ils sont partis en 2017. Et c'est pas uniquement, c'est pas ces 6 derniers mois ou ces 8 derniers mois que les anciens sont partis. La faute ne revient pas au nouveau propriétaire. Le nouveau propriétaire, il a juste reconnu quelque chose qu'il avait été que le nouveau Stade Français avait été un peu froid envers ses joueurs, envers ses supporters, envers ses partenaires. Voilà, ça il l'a reconnu. Après, Hans-Peter Wild, c'est un milliardaire, qui a une entreprise multinationale, et lui en fait, il réfléchit business. Et c'est vrai qu'il a une approche peut-être un peu trop business, sans sentiment, et qu'au Stade Français, ça, c'est pas possible, c'est malheureusement. Exactement ce que j'allais dire. Quand tu parlais des responsabilités au début, tu pointais du doigt les joueurs, tu as eu raison, on a parlé du staff, mais je pense que quand même qu'il doit faire son examen de conscience sur la manière dont il a mené ce club. Et c'est vrai qu'il y a un grand écart entre la froideur du personnage Hans-Peter Wild, c'est pas Max Guazzini, quoi. Après, et ce club, il est pas froid, Hans-Peter Wild. En fait, il est froid dans ses déclarations. Ouais, et il est assez cash. Et dans ses décisions, Max. Dans ses décisions, peut-être. Il y a quand même... Mais dans ses décisions, lui, il aurait gardé meilleur. Ouais. Mais justement. Mais regarde, s'il avait été plus froid, il aurait peut-être pas gardé. Mais c'est quelqu'un qui est quand même plutôt chaleureux. Mais je pense qu'il y a un gros décalage c'est les Suisses, ça. Entre sa mentalité et la mentalité française. Parce que française et a fortiori la mentalité du Stade Français, qui est un club encore plus particulier. Ouais. Lui, la dernière fois que je l'ai vu, ce qui l'a étonné le plus, c'est que ça parle autant, que dès qu'ils sont en contact avec quelqu'un, ça se sait. Dès qu'ils prennent une décision, 10 minutes après, c'est sur les réseaux sociaux. Lui, ça, il a du mal à l'imaginer. Il a du mal à le comprendre. Je pense qu'il faudrait qu'il réfléchisse à la manière dont ils sont séparés de Paris C. Parce que ça choque des gens, et ça choque des gens au sein du club. Et quand je dis au sein du club, c'est les supporters notamment. Donc après, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'il y ait une désaffection au stade, parce que les gens ne se reconnaissent plus dans ce club-là, n'ont plus envie de venir. La manière dont ils ont communiqué sur Plisson, on en parle 2 minutes, c'est quand même hallucinant. Enfin, je veux dire, tu balances... Le mec, ça fait quoi ? Ça fait 15 ans qu'il est au club, et tu balances un tweet à 23h30. C'est gros. Enfin, c'est... Après, tu peux penser ce que tu veux de l'investissement de Plisson depuis 2 ans, mais c'est... Le tweet à 23h30, c'est particulier. L'histoire, c'est que l'accord, il intervient à 20h15, sauf qu'ils ont un match un quart d'heure après, et que Plisson, il veut prévenir ses partenaires. Mais est-ce qu'il y a une urgence à le communiquer là ? Est-ce que tu le fais pas ? Oui, parce qu'ils veulent pas que ça fuite. Parce qu'à partir du moment où Plisson l'annonce à ses partenaires à 23h15 dans le vestiaire, tu sais très bien qu'il y a un mec qui va le balancer à un mec, et 15 minutes après, c'est partout. Donc, ils ont dit à Plisson, t'attends la fin du match, tu dis à tes potes que tu pars, on balance le communiqué. Alors, tout le monde leur tombe dessus parce que, ils font un communiqué à 23h15. Il y a une histoire derrière. Après, l'arrivée de Thomas Lambard, je pense qu'elle va peut-être pouvoir permettre de recréer cet esprit... de renouer avec ça. De renouer un petit peu avec le passé Stade Français. Voilà, il va se rapprocher des supporters, il va se rapprocher des joueurs. Il a commencé déjà, je crois, en ouvrant le... Non, il y a eu une rencontre récemment. Il y a eu une rencontre avec, il veut que chaque semaine, les supporters, il y a un entraînement ouvert au public. Il veut même, pourquoi pas, essayer de rouvrir le vestiaire aux journalistes. Il a des idées. Après, maintenant, la priorité, c'est quand même les résultats sportifs. Après, si ça va mieux sportivement... forcément que ça ira mieux un petit peu à l'intérieur, et les joueurs seront peut-être un peu plus ouverts, etc. On finit en se projetant pour redresser la barre, pour sauver le soldat Paname, disons. Il y aurait qui ? Il y a des noms qui filtrent, Thomas ? Maxime, plutôt, alors ? Il y a des noms qui filtrent, oui, forcément. C'est vrai que Hans-Peter Wild nous avait dit qu'il n'était pas pressé,
qui voulait prendre son temps pour trouver un remplaçant à Heineke Meyer. Et il avait mis les joueurs devant leurs responsabilités. Bon, problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'acte. D'électrochoc. Voilà, d'électrochoc. Ils ont gagné aux Zèbres quand même ce week-end. Ils ont gagné aux Zèbres, c'est un premier pas. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Compliqué la pelouse des Zèbres pour jouer. Qui va se passer sur la pelouse de Brive. Après, derrière, ils auront 15 jours de challenge, mais en tout cas, ils cherchent quelqu'un. Là, ce week-end, ils étaient en contact avec un manager. J'en dirai pas plus parce que je suis tenu par le secret professionnel. Voilà, mais bon, bref, en tout cas, ils cherchent du monde. Maintenant, Hans-Peter Wild, il a été très clair. Il veut un entraîneur. Au départ, il m'a dit un entraîneur français qui a gagné des titres. Et après, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, le problème, il n'y en a pas. Il n'a pas tort. À part peut-être notre ami Guy Noves, mais il a annoncé qu'il prenait sa retraite. Bon, voilà. Après, des entraîneurs... T'avais évoqué Saint-André dans un de tes papiers, Max ? J'avais évoqué Saint-André, mais en fait, Saint-André, c'est un peu plus compliqué que ça. Il le voyait plutôt pour un rôle de DG qui, aujourd'hui, est revenu à Thomas Lombard. Philippe Saint-André, il ne veut plus entraîner. Et Philippe Saint-André, est-ce qu'en tant qu'entraîneur, il a gagné ? Peut-être pas autant que ce que l'aimerait Hans-Peter Wild. Donc lui, ce qu'il veut, c'est un top entraîneur. Alors, un top entraîneur qui a beaucoup gagné et un top entraîneur qui parle français. Parce que c'est vrai que l'expérience meilleure, parce qu'on parlait des responsabilités, mais meilleur est responsable aussi, hein, on ne l'a pas dit. Il devait apprendre le français, il n'a jamais appris le français. Donc à un moment, voilà. Donc il faut les pistes... Voilà, après on peut citer des noms comme ça. Hein. Il y a un nom qui clignote, qui remplit toutes les cases que tu as évoquées là, mais qui est engagé ailleurs, c'est Gonzalo Quesada lui-même, quoi. Alors il y a Gonzalo Quesada, mais il y en a un autre qui colle encore mieux, auquel j'ai pensé, moi c'est Joe Schmidt. Mais il fait pas une année sabbatique, Joe Schmidt. Et puis il avait, si au départ, avait émis le désir de d'aller rentrer au au pays bout de la saison. Ouais, mais si au départ, Arias et Sampere finissaient la saison, il y avait peut-être une possibilité, et même du coup, Quesada aurait pu rentrer dans ce jeu-là, qu'à la reprise, donc 2020-2021, un profil comme Joe Schmidt ou... Mais Joe Schmidt, il a entraîné en France. Il viendra pas entraîner en Pro D2. Il parle français. Il a gagné en France, le top 14 avec Clermont. Après, il a entraîné au Leinster, il a gagné la Coupe d'Europe avec le Leinster. Il a pris l'Irlande, il a gagné 3 fois le tournoi destination, dont un grand chelem. Qu'est-ce qui va se faire chier au Stade français en Pro D2. Ah, pourquoi pas. Non, mais là, ce que je veux dire, si on cherche un top entraîneur qui parle français, qui a gagné des titres, et en plus qui connaît le top 14, Joe Schmidt colle bien. Oui, Jacques Brunel, oui, on peut faire des blagues aussi. Jacques Delmas, oui. Mais qui va s'engager probablement avec les Fidji. Non, mais après, des top entraîneurs, il y en a. Mais il y a cette histoire de barrière de la langue. Et après, Verne Cotter, tu disais aussi, non ? Verne Cotter, ça peut être une option. Il a entraîné en France, il a gagné en France. Après, je crois pas qu'il soit sur Verne Cotter. Il y a Michael Cheka qui parle français, qui a gagné. Je crois pas qu'il soit là-dessus non plus. Surtout qu'il y a eu un échec au Stade français. Il y a échec au Stade français. Franchement, je sais pas. Après, on peut donner une liste. Donner plein de noms, pourquoi pas Stevenson, ça se trouve en 3 mois il va apprendre le français. Stevenson, sélectionneur des All Blacks qui vient. Et puis sinon on peut aussi dire Bernard Laporte, si jamais il n'est pas réélu à la tête de la Fédé. Christophe Castaner. Non mais il revient au Stade français, c'est son club de cœur, il rentraîne. Je rappelle que quand il a repris l'entraînement après 10 ans sans entraîner, il a été triple champion. Il a été champion d'Europe, champion de France avec Toulon. Ça plairait à Hans-Peter Wild. Ouais, bon là, il y a beaucoup de conjectures. Non mais... qui commence déjà par gagner à Brive ce week-end, ce qui est loin d'être fait. S'ils perdent à Brive, le professeur à ma droite, Thomas Perrotto, va nous donner les chiffres. 7 points de retard donc, sur le 13e du top 14, donc c'est Agen, et 9 points sur 3 équipes, Racing, Castres et donc Brive. Donc une victoire briviste face au Stade français dimanche à 12h30, ça peut être vraiment très très dur pour le Stade français. Ça peut les mettre à 13, 14 points en cas de bonus. 14 points, et après l'objectif suivant dans ces cas-là, c'est d'assurer la 13e place synonyme de barrage face aux finalistes de Pro D2. Et on a quand même vu ces 2 dernières années que c'était quand même pas une partie de plaisir pour le club de top 14, quoi, qui s'est incliné 2 fois. De toute façon, je pense qu'il faut qu'ils se mettent dans l'esprit qu'ils sont lancés dans une lutte à 3. Avec Brive parce que les 2 autres clubs dont tu parles, le Racing et Castres, on peut supposer qu'ils vont finir par
par se détacher un peu. À Castres, c'est pas sûr. Et Castres, c'est peut-être pas sûr, on verra. Et donc, donc c'est loin d'être fait. C'est vrai que le retard qu'ils ont pris là, bon, c'est pas Perpignan l'année dernière ou ce genre de club qui gagnait pas un match de la saison. Mais en gros, il y a plus beaucoup de temps. Ils ont pas beaucoup gagné. Il y a plus beaucoup de temps. Il y a plus beaucoup de temps à perdre. Là, le calendrier. Ils font quoi après, après Brive Thomas, je crois qu'il y a Castres et après c'est non pas Bayonne. Je sais plus le match d'après. Non, mais là le souci c'est qu'ils vont à Brive qui a pas perdu un match de la saison à domicile. Qui a pas perdu à domicile depuis 1967. Non, mais au moins un an et demi, je crois. Non, mais c'est pour ça. Et moi, ce qui inquiète le plus, c'est qu'on ressent pas ce petit supplément d'âme qui, toutes les autres années, leur a permis de s'en sortir. Parce que, à part, comme on dit, le titre de 2015, ils ont quand même galéré. Tous les ans, il y avait des trucs, la fusion, la vente, le truc, le machin. Ils ont toujours réussi à s'en sortir parce que dans cette équipe, il y avait un truc et qu'à un moment, le groupe, il a pris le truc. Là, aujourd'hui, moi, c'est vraiment peut-être l'unique question que je me pose, c'est qui va être capable, dans cette équipe, de prendre le truc en main pour qu'il se sauve. Eh bien, on verra le truc dimanche à 12h30. C'est qui le capitaine du Stade Français? C'est Johan Mestre. Ah, voilà. Un pur parisien. Après cette dernière vilainie, on va pouvoir se saluer. Merci, messieurs. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec les vilains Clément Dossin, Maxime Rollin et Thomas Perrotto. Merci à Roland Richard à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.